modérée. À l'échelle mondiale, globalement, il manque du lait en Afrique, 17%. Le Sénégal nous en a fait part hier, 17% en moyenne en Afrique. Vous avez également un déficit au niveau de l'Asie de 10%. Et puis les zones, évidemment, très excédentaires. Le marché mondial des produits laitiers est en croissance. Il est en croissance pour tous les produits, sauf le beurre, où il y a une certaine modération de la courbe rouge. Sinon, il y a vraiment une augmentation du commerce mondial en volume. Alors, qui achète? J'ai essayé de représenter à partir des données comme trade quels sont les acheteurs. Et là, j'ai raisonné en valeur. Parce que le volume, c'est une autre affaire. En valeur, quel est le premier acheteur de produits laitiers? C'est évidemment la Chine. 7 milliards d'euros d'importation. Je vous fais grâce des formes de produits. Mais on voit bien que, par exemple, le fromage est en bleu. Les Chinois, ils n'importent pas de fromage, ils importent de la poudre essentiellement. Donc, Chinois, États-Unis, Arabie Saoudite, Russie, Mexique, Hong Kong, on pourrait mettre avec la Chine, vous comprendrez, le Japon, et ensuite, un peu plus loin, il y aura un exposé, l'Algérie, qui est dans le top 10 des grands importateurs du monde. Le Maroc, évidemment, n'est même pas dans le top 50 des grands pays du monde. Alors, je vais passer vite pour vous dire qu'en fonction des types de produits, vous avez des acheteurs très différents. Si on prend le beurre, les acheteurs de beurre, c'est la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, en gros. Si vous prenez les fromages, rien à voir, c'est différent. On a le Japon. Le Japon, on a les États-Unis, on a le Mexique, Corée du Sud, et on retrouve l'Arabie Saoudite et la Russie. Regardez simplement la Russie. La Russie, l'Europe a perdu 250 000 tonnes d'exportation en une année. Ça représente exactement la production laitière du Maroc, 2,5 milliards de litres. En une année, une décision de Vladimir Poutine, on perd l'équivalent de l'intégralité de la production du Maroc en export européen à destination de la Russie. Alors c'est une mauvaise nouvelle le jour où ça vous arrive, mais avec le recul, je crois pouvoir dire que c'est une bonne nouvelle. Parce que ça nous oblige à aller chercher de nouveaux clients, ce que nous avons fait. Nous sommes allés en chercher aux États-Unis, en Corée du Sud et au Japon, à telle enseigne qu'en 2016, on vient d'avoir les données, l'Europe n'a jamais autant exporté de fromage que l'année dernière. C'est-à-dire qu'on peut perdre du jour au lendemain une part très importante de sa clientèle, et puis finalement retrouver. Et le grand bonheur qu'on a, c'est que les Russes, quand ils arrêteront leur embargo, ils reviendront absolument spontanément sur le marché européen, parce qu'ils n'ont pas été capables de trouver sur le marché mondial des fournisseurs de leur marché domestique à partir de fromages importés. Donc que des bonnes nouvelles. Donc le lait crémé, principaux acheteurs, le Mexique, la Chine, la Malaisie, l'Indonésie, l'Algérie. Poudre de lait crémé, dont j'ai bien noté dans les débats d'hier la nécessité et la complexité des nomenclatures douanières et puis des types de produits qui peuvent changer au fil des variations de prix. Si vous prenez la poudre de lait entier, premier acheteur la Chine, qui fait la nuit bottant quelque part sur les valeurs et sur les prix. Deuxième acheteur, l'Algérie, dans des conditions très particulières, puisque l'État intervient dans l'achat de ces produits, donc favorise les importations dans un pays qui n'a pas été en capacité de suivre son niveau de consommation domestique. Je vous ai remis, puisque j'étais il y a 10 jours en Algérie, je vous ai remis une slide, un diapo qui vous montre comment l'Algérie s'approvisionne en poudre de lait entier. Tout ça pour vous dire que pour la France, par exemple, c'est pas très stratégique en fait. C'est pas central dans la création de valeur de la filière laitière. En fait, l'Algérie s'approvisionne en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire le pays qui est capable de faire le moins cher. Ils étaient quasiment zéro en 2000, en bleu. Ils ont beaucoup progressé. L'Argentine, l'Uruguay et la France. La France étant représentée en rouge. En fait, la place de la France dans la fourniture du marché algérien, elle est tout à fait modeste. Pourquoi? Parce qu'on a mieux à faire ailleurs, parce qu'on cherche de la valeur, et parce qu'on est sur ce plan-là mis en compétitivité relative forte avec les autres pays. J'arrive vers la fin. Les principaux exportateurs de produits laitiers, ce sont donc la Nouvelle-Zélande, l'Europe, États-Unis, Argentine. Alors, une nouvelle, ou un sentiment, c'est que l'Europe va passer devant. C'est très clair. C'est une question d'année, en fait. Mais la Nouvelle-Zélande n'est absolument pas en capacité d'augmenter sa production désormais à la hauteur de ce qu'elle a fait pendant les 15 dernières années. Ça veut dire que s'il y a une zone qui, demain, risque de l'emporter dans le marché mondial des produits laitiers, c'est évidemment l'Europe, avec un potentiel de développement de la production qui est tout à fait colossal. Je vais vous donner un exemple du pays que je connais mieux, la France.
nous produisons 25 milliards de litres de lait en France. On pourrait très bien imaginer 40 milliards de litres de lait en France. Ce serait trop long si je vous déployais comment y arriver. C'est simplement un choix d'affectation du sol. C'est-à-dire, c'est simplement le choix de est-ce qu'on fait des céréales ou est-ce qu'on fait des surfaces fourragères, c'est tout. Mais la capacité de la France à produire 15 milliards de litres de lait en plus d'ici 30 ans est absolument envisageable. Et je ne vous parle pas de la Pologne, qui a des capacités similaires. Les principaux exportateurs de produits laitiers, sur le beurre, la Nouvelle-Zélande domine devant l'Europe, la Nouvelle-Zélande en vert, l'Europe en bleu. Sur les fromages, c'est l'Europe qui domine, avec une clientèle particulière. Sur la poudre de lait écrémé, les Américains arrivent, ils sont costauds. Sur la poudre de lait entier, respect à la Nouvelle-Zélande, qui joue un rôle tout à fait important. Je voudrais vous dire que derrière la crise laitière européenne, finalement, on n'a pas d'effondrement de nos exportations. Vous avez ici l'évolution des exportations de l'Europe en produits laitiers. Où est l'effondrement? Parce que parfois, dans la crise, on évoque cette idée qu'on aurait perdu. Non, il n'y a aucun effondrement. Le seul effondrement vraiment perceptible, c'est sur les fromages, liés à l'embargo russe, et sur lequel nous sommes refait une santé depuis. C'est-à-dire que l'Europe est tout à fait en position sereine. Le problème de l'Europe, c'est qu'on a produit un peu trop par rapport à l'exécuté du marché mondial. Le marché mondial, c'est 70 milliards de litres de lait. Quand l'Europe fait 5 ou 7 milliards de trop, ça finit par peser à l'international. Dernière diapo avant la conclusion, Président, pour vous dire quels sont les clients des 3 grands fournisseurs du marché mondial. Alors si on prend l'Europe, premier client la Chine, c'est en valeur. Deuxième client États-Unis, troisième client Arabie Saoudite, quatrième Hong Kong, Algérie cinquième, Suisse, Japon, Égypte, Corée du Sud, Indonésie, et plus loin Libye et Nigeria. Ce que je veux dire par là, c'est que le poids de l'Afrique dans la valorisation des produits laitiers en valeur de l'Europe reste modeste aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des empreintes différents. Pour ce qui est de la Nouvelle-Zélande, ils ont un peu moins de diversité de pays. Ils fournissent beaucoup la Chine, les États-Unis, Émirats arabes aussi, Malaisie, Algérie, Japon. Et les États-Unis sont, au bénéfice de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, très favorisés par 2 clients qui sont dans l'accord, le Mexique et le Canada, qui ont permis aux États-Unis de prendre le large des exportations. Ce que je voudrais dire, c'est que les États-Unis, encore, ils sont moins présents quand même que les Européens et la Nouvelle-Zélande sur les marchés asiatiques, mais attention, ils y prennent goût et ils sont en train y compris d'ailleurs, de recruter des gens qui font du fromage en France pour fournir leurs industriels. Donc ils ont un savoir-faire qu'il ne faut pas négliger. Alors, conclusion, ça ne veut rien dire conclusion, c'est en fait qu'une ouverture. Une ouverture sur les principaux propos que j'ai tenus. La forte volatilité des prix internationaux. D'abord, il faut se rappeler que cette volatilité, elle restera forte. Elle sera très forte. Il ne faut pas que les politiques publiques dans des États comme le Maroc, l'Algérie, enfin toute l'Afrique du Nord, soient rechallengées à chaque fois qu'il y a une variation de prix, sinon vous n'arriverez à rien. Or, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a de fortes chances que la volatilité soit grande. Pourquoi? Parce que le marché mondial ne porte que sur 9% de la collecte à l'international. La deuxième chose, c'est que la volatilité, il y a 2 zones qui jouent un rôle considérable. La première, c'est la Chine, c'est-à-dire la stratégie d'achat et de stockage de la poudre. Point sur lequel nous avons une information tout à fait limitée, donc on a vite vu. Et deuxième point, l'Europe, qui a une capacité à produire plus dès que le prix est bon. Donc l'Europe, c'est vraiment, avec la Chine, les 2 zones qui seront les vecteurs principaux de la volatilité des cours internationaux dans les années à venir. La production mondiale s'inscrit en relatif tassement depuis plusieurs mois, ce qui va participer d'une augmentation du prix de la poudre et quelque part à une augmentation du prix des importations des pays importateurs. Une demande mondiale de produits laitiers en forte croissance. Je crois qu'il ne faut pas qu'on sorte avec la vision d'hier sur le Maroc. La vision mondiale des produits laitiers, c'est 2% par an de croissance, à peu près, 1,8 de temps en temps, 2,2 parfois. On a une croissance extrêmement forte qui est liée au phénomène démographique, plus 80 millions d'habitants par an, et qui est liée à la préférence des consommateurs, notamment asiatiques, pour les produits laitiers. Nous avons une stabilisation de la demande dans les pays industrialisés. Et je pense notamment à l'Europe. En gros, on n'a plus d'augmentation de la consommation de produits laitiers chez nous en équivalent lait, en valeur, oui,
en équivalent lait? Non. Ça veut dire une chose très simple. Tout kilo de lait produit en plus en Europe doit trouver un client international. Il faut bien que vous compreniez ça. Ça veut dire que le développement souhaité, puisque nous avons supprimé les quotas laitiers pour ce faire, le développement souhaité de la production laitière en Europe, c'est pour aller capter des marchés à l'international. Et la question qui est posée pour nous, c'est où et derrière, à quel prix? Mon sentiment, c'est que l'Europe se spécialisera dans les produits qui créent de la valeur plus que qui en veulent des volumes. Les facteurs clés, et donc ça renvoie à beaucoup de questionnements, y compris des entreprises françaises internationalisées, qui, on nous l'a rappelé hier, font le choix d'être présents dans des pays avec de l'approvisionnement local, mais dans la tête, peuvent revisiter sur un espace de long terme leur stratégie en fonction de l'évolution comparée des coûts de production locaux versus les coûts d'approvisionnement à l'échelle internationale. Dernier point, quels sont les éléments clés que je retiendrai pour les marchés laitiers futurs? Le premier point le plus important pour moi, peut-être en tant qu'Européen, c'est qu'on attend depuis 15 ans que la Nouvelle-Zélande se calme, en gros pour en profiter. Et on a des prémices, on commence à sentir un plafonnement ou voilà, un rythme moins tonique de la production en Nouvelle-Zélande, ce qui fait notre bonheur parce qu'on est incapable de les concurrencer en termes de prix. La deuxième chose, c'est des interrogations très fortes sur la Chine et la capacité, et même la volonté politique, de la Chine de développer sa production laitière. Le troisième qui a été évoqué hier, c'est les disponibilités en eau, les ressources fourragères dans plusieurs zones du monde, et les choix d'affectation de la ressource hydrique entre les productions agricoles.